Commençons par la définition. On dira qu'une suite de variables aléatoires xn converge en loi vers une variable aléatoire x, si pour tout réel x en lequel fx, la fonction de répartition de grand X, est continue, alors la limite quand n tend vers l'infini de fxn de x est égale à fx de x. Alors on pourra retenir qu'on dit que xn tend en loi vers une variable aléatoire x si la fonction de répartition de xn tend vers la fonction de répartition de x. On s'autorise juste à ce que l'égalité ne soit pas valable pour certains réels, à condition que la fonction fx ne soit pas continue en ces réels. Pour bien s'approprier cette définition, je vous propose d'enchaîner sur un exemple. On considère une suite xn de variables aléatoires mutuellement indépendantes, toutes de même loi uniforme sur 0,1, et on note grand Mn le minimum de x1, x de xn, et yn égale n fois mn. On va s'intéresser à la convergence en loi de la suite yn et déterminer sa loi limite. Pour cela, la démarche sera à peu près toujours la même. On commence par chercher la fonction de répartition de yn. Ensuite, on calcule la limite grand f de x de p de yn inférieur ou égal à x quand n tend vers plus l'infini. Et enfin, on vérifie qu'on a ainsi construit une fonction de répartition grand f d'une variable aléatoire grand y. Une fois que ces trois points auront été vérifiés, on pourra conclure que yn converge en loi vers y. Donc, commençons par chercher la fonction de répartition de yn. On sait que yn est égal à n fois mn, donc p de yn inférieur ou égal à x est égal à p de mn inférieur ou égal à x sur n, on divise par n qui est positif. On sait que mn c'est le minimum de x1, x de xn, et je le rappelle que pour le minimum d'une famille de variables aléatoires, il est en général plus simple d'étudier la queue de distribution que d'étudier la fonction de répartition. Donc on va regarder l'événement contraire et dire que p de mn inférieur ou égal à x sur n est égal à 1 moins p de mn supérieur à x sur n. Comme mn est le minimum de x1, x de xn, on sait que le minimum est plus grand que x sur n si et seulement si toutes les variables aléatoires x1, x de xn sont supérieures à x sur n. Donc la probabilité que mn soit supérieur à x sur n est égale à la probabilité de l'intersection de k égale 1 à n de xk supérieur à x sur n. Et par indépendance de x1, x de xn, on en déduit que p de yn inférieur ou égal à x est égal à 1 moins le produit des p de xk supérieur à x sur n. Par ailleurs, on sait que x1, x de xn suivent toute la loi uniforme sur 0,1. Donc leur fonction de répartition est définie par p de xk inférieur ou égal à t égale 0 si t inférieur à 0, t entre 0 et 1, et 1 si t est supérieur à 1. Donc en prenant l'événement contraire, on en déduit que p de xk supérieur à t est égal à 1 si t est inférieur à 0, 1 moins t si t est compris entre 0 et 1, et 0 si t est supérieur à 1. Et en prenant t égale x sur n, on en déduit que p de xk supérieur à x sur n est égal à 1 si x est négatif, puisqu'alors x sur n sera négatif, 1 moins x sur n si x est compris entre 0 et n, puisqu'alors x sur n est bien compris entre 0 et 1, et enfin 0 si x est supérieur à n, puisqu'alors x sur n est supérieur à 1. En remplaçant dans l'égalité précédente, on en déduit donc que p de yn inférieur ou égal à x est égal à 0 si x inférieur à 0, 1 moins x sur n puissance n si x est compris entre 0 et n, et 1 si x est supérieur à n. Donc voilà, ça c'est la fin de la première étape, où je rappelle qu'il s'agissait de trouver la fonction de répartition de yn. Il va s'agir maintenant de chercher la limite quand n tend vers plus l'infini de la probabilité que yn soit inférieur ou égal à x. Alors évidemment, si x est négatif, cette probabilité tend vers 0 puisqu'elle était égale à 0. On considère maintenant un réel x positif. Alors, quand n est supérieur strictement à x, on a vu que p de yn inférieur ou égal à x était égal à 1 moins x sur n puissance n, c'est-à-dire, puisqu'on cherche la limite et puisqu'on a une expression avec une puissance variable, on l'écrit sous forme exponentielle, 1 moins exponentielle de n log de 1 moins x sur n. Et maintenant, pour trouver la limite de cette expression, il suffit de trouver la limite de la puissance de l'exponentielle. Or, n log de 1 moins x sur n est équivalent à n fois moins x sur n, puisque je le rappelle, log de 1 plus t est équivalent en 0 à t, et que moins x sur n, quand n tend vers l'infini, tend bien vers 0. On en déduit que n fois log de 1 moins x sur n tend vers moins x, et par continuité de la fonction exponentielle, on en déduit que la probabilité que yn soit inférieur ou égal à x tend vers 1 moins exponentielle moins x
lorsque x est positif. Finalement, on a prouvé que la limite de p de yn inférieur ou égal à x est égale à 0 si x est négatif, à 1 moins exponentielle moins x si x est supérieur ou égal à 0, ce qui permet de conclure que yn converge en loi vers une variable aléatoire qui suit la loi exponentielle de paramètre 1, puisque la limite qu'on a trouvée correspond à la fonction de répartition d'une loi exponentielle de paramètre 1. Donc souvenez-vous en pratique la démarche pour étudier la convergence en loi d'une suite de variables aléatoires. Dans un premier temps, on calcule la fonction de répartition. Dans un deuxième temps, on cherche sa limite quand n tend vers plus l'infini. Et enfin, dans la limite, on reconnaît une fonction de répartition. Ou bien, comme ici, parce qu'on reconnaît une fonction de répartition de variable aléatoire usuelle, ou bien parce qu'on reconnaît une fonction qui a les propriétés caractéristiques d'une fonction de répartition. On y reviendra plus tard. Terminons ces généralités par un théorème. Si xn est une suite de variables aléatoires et si x est une variable aléatoire et f une fonction continue sur R, alors si xn tend en loi vers x, nécessairement f de xn tend en loi vers f de x. Maintenant la définition vue dans le cas général, intéressons-nous au cas particulier de variables aléatoires discrètes prenant leur valeur dans grand N. Donc on considère une suite xn de variables aléatoires et x une variable aléatoire, toutes à valeur dans grand N. Alors la suite xn tend en loi vers x si et seulement si, quel que soit k dans grand N, la limite quand n tend vers plus l'infini de p de xn égale k est égale à p de x égale k. Donc cette propriété sera beaucoup plus pratique dans le cas de variables aléatoires entières à utiliser, dans la mesure où la loi dans le cas des variables aléatoires entières est plus généralement caractérisée par les probabilités p de x égale k que par la fonction de répartition. Il n'est pas interdit pour autant d'aller chercher les fonctions de répartition, mais ce théorème nous permet de dire qu'on n'aura pas besoin de s'intéresser à la fonction de répartition. Je le rappelle, uniquement dans le cas de variables aléatoires entières, pas seulement discrètes, mais surtout à valeur dans grand N. Je vous propose de démontrer ce théorème, ce qui nous donnera l'occasion de faire quelques rappels sur les fonctions de répartition de variables aléatoires à valeur dans grand N. Donc je rappelle que si fx est la fonction de répartition du variable aléatoire grand X à valeur dans grand N, alors d'une part, la fonction fx est une fonction en escalier, et plus précisément, la fonction fx est constante, donc continue sur tous les intervalles semi-ouverts nn plus 1, puisque grand X ne prenant aucune valeur dans l'intervalle ouvert nn plus 1, la probabilité que x soit inférieur ou égal à x est alors égale à la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à n lorsque x est compris entre n et n plus 1. Je rappelle également que fx est discontinu en tout élément de n tel que p de x égale petit n soit non nul et uniquement en ces points. Plus précisément, je rappelle que quel que soit n appartenant à grand N, la fonction de répartition en petit x est égale à fx de n-1 si x est compris entre n-1 au sens large et n au sens strict, et est égale à fx de n-1 plus p de x égale n si x est compris entre n au sens large et n plus 1 au sens strict. Pour vous permettre de mieux visualiser toutes ces propriétés, je vous propose de voir l'allure du graphe d'une fonction de répartition de variable aléatoire à valeur dans grand N. Donc on voit que c'est une fonction en escalier et qu'à chaque marche, par exemple dans le cas de la marche à l'abscisse 0, la hauteur correspond à la probabilité que x soit égal à 0, que la hauteur de la marche à l'abscisse 1 correspond à la probabilité que x soit égal à 1, etc. Et donc il n'y aura de marche que si la probabilité que x soit égal à n est non nulle. Une fois ce graphique en tête, et parce que je le rappelle, dans la définition de la convergence en loi, on avait ce point de en tout x de continuité de fx, c'est-à-dire que pour les x où fx est discontinu, il n'est pas nécessaire de chercher la limite de fx de petit x. Et c'est pour ça qu'il est important de savoir dans quel cas la fonction de répartition est discontinue. Maintenant ces rappels effectués, on peut attaquer la démonstration. On suppose tout d'abord que la suite xn tend en loi vers x et on considère un entier naturel k. Comme on cherche à démontrer que p de xn égale k tend vers p de x égale k, il serait naturel de remarquer que la probabilité que xn égale k est égale à fn de k moins fn de k moins 1. C'est correct. Malheureusement, comme on l'a dit précédemment, il est plus que vraisemblable que k et k moins 1 soient des points de discontinuité. Puisque je rappelle que k et k moins 1 sont des antinaturels et qu'on a dit que la fonction de répartition de xn était discontinue en tout point de grand N pour lequel
P de x égale k est non nul. Donc par conséquent, on va juste adapter un tout petit peu cette égalité-là, en remarquant, encore une fois, parce que les variables xn prennent toutes leurs valeurs dans grand N, que P de xn égale k peut aussi s'écrire comme la probabilité que xn soit inférieur ou égal à k plus 1,5, moins la probabilité que xn soit inférieur ou égal à k moins 1,5. En effet, la probabilité que xn soit inférieur ou égal à k plus 1,5 est égale à la probabilité que xn soit inférieur ou égal à k, puisque entre k et k plus 1,5, xn ne prend aucune valeur. Et de la même façon, la probabilité que xn soit inférieur ou égal à k moins 1,5 est égale à la probabilité que xn soit inférieur ou égal à k moins 1, puisque xn ne prend aucune valeur entre k moins 1 et k moins 1,5. L'intérêt d'avoir remarqué ça est que désormais, on sait que fxn est continu en k plus 1,5 et en k moins 1,5, puisque k plus 1,5 et k moins 1,5 n'étant pas des entiers naturels, on sait qu'en ces points, la probabilité de xn égale k plus 1,5 et la probabilité que xn égale k moins 1,5 sont nulles. On en déduit que la limite quand n tend vers plus l'infini de p de xn égale k est égale à fx de k plus 1,5 moins fx de k moins 1,5, c'est-à-dire pour les mêmes raisons que précédemment, puisque x prend ses valeurs dans grand N, p de x égale k. Ainsi, on a démontré que si la suite xn converge en loi vers x et si ce sont toutes des variables aléatoires à valeur dans grand N, alors nécessairement, p de xn égale k tendra aussi vers p de x égale k quand n tend vers l'infini. Réciproquement, on suppose que quel que soit k appartenant à grand N, la limite quand n tend vers plus l'infini de p de xn égale k est égale à la probabilité de x égale k. Et on va chercher à démontrer que en tout réel x en lequel fx est continu, fxn de x tend vers fx de x. Donc remarquons déjà que comme xn et x prennent leur valeur dans R+, le cas des réels négatifs ne pose pas de problème, puisque dans ces cas-là, fxn de x est égal à 0, de même que fx de petit x. On considère maintenant un réel petit x en lequel fx est continu. On sait que xn ne prend que des valeurs dans grand N, donc la fonction de répartition de xn en x, c'est la somme de 0 à partie entière de x, c'est-à-dire le dernier entier avant x, des p de xn égale k. Et donc, par hypothèse, fxn de petit x tend vers la somme de 0 à partie entière de x des p de x égale k, c'est-à-dire fx de petit x, puisque, encore une fois, grand x prend ses valeurs dans grand N. Ce qui permet de conclure que la suite xn tend en loi vers la variable aléatoire grand x. Donc, retenez en pratique que, dans le cas de variable aléatoire à valeur dans grand N, pour étudier la convergence en loi, il n'est pas nécessaire de chercher la fonction de répartition, mais on pourra se contenter de chercher la loi par les probabilités p de xn égale k, puis leur limite quand n tend vers l'infini, et comme dans le premier point, de vérifier que les limites obtenues permettent de définir une loi de probabilité. Alors, je vous propose de terminer cette sous-partie par un exemple fondamental. On considère une suite Pn d'éléments de 0 à 1 ouvert et lambda un réel strictement positif tel que nPn tend vers lambda. Et xn, une suite de variables aléatoires telles que xn suivent la loi binomiale de paramètres n et pn. On se propose ici d'étudier la convergence en loi de la suite de variables aléatoires xn. Donc comme ce sont des variables aléatoires toutes à valeur dans grand N, il va suffire de calculer la limite de p de xn égale k et de vérifier que cette limite définit une loi de probabilité sur grand N. Donc si k est un entier naturel, comme xn suit la loi binomiale de paramètres n et pn, alors si n est plus grand que k, ce qui nous suffira puisqu'on cherche la limite quand n tend vers l'infini, p de xn égale k est égal à k parmi n, pn puissance k, 1 moins pn puissance n moins k. K parmi n est aussi égal à factoriel n sur factoriel k factoriel n moins k, c'est-à-dire n, n moins 1, etc. jusqu'à n moins k plus 1 sur factoriel k, fois pn puissance k fois 1 moins pn puissance n moins k. On cherche maintenant la limite de cette expression quand n tend vers l'infini. Alors on peut déjà faire des équivalents. On peut remarquer que n, n-1, etc., n-k plus 1, chacun des termes du produit est équivalent à n. Il y a k termes dans le produit. Donc on en déduit que le numérateur de la fraction est équivalent à n puissance k. Et par conséquent que p de xn égale k est équivalent à 1 sur factoriel k fois npn puissance k fois 1 moins pn puissance n moins k. Or, par hypothèse, on sait que npn tend vers lambda et que la fonction qui a t associée t puissance k est une fonction continue en lambda. Donc npn puissance k tend vers lambda puissance k.
Et il s'agit maintenant de chercher la limite lorsque n tend vers l'infini de 1 moins Pn puissance n moins k. Comme toujours, quand on cherche la limite d'une suite et que la puissance est variable, le plus simple est en général de l'écrire sous forme exponentielle et de remarquer que comme 1 moins Pn est strictement positif, 1 moins Pn puissance n moins k est égal à exponentielle de n moins k fois log de 1 moins Pn. Et par ailleurs, on sait toujours que nPn converge vers lambda, ce qui nous permet de dire que nPn est équivalent à lambda puisque lambda est non nul, et donc que Pn est équivalent à lambda sur n. Par conséquent, Pn converge vers 0, et puisque log de 1 plus t est équivalent à 0 à t, on en déduit que log de 1 moins Pn est équivalent à moins Pn, et donc que n moins k log de 1 moins Pn est équivalent à moins nPn, c'est-à-dire à moins lambda, puisqu'on a dit précédemment que nPn était équivalent à lambda. La fonction exponentielle étant continue en moins lambda, on en déduit que 1 moins Pn puissance n moins k tend vers e puissance moins lambda quand n tend vers plus l'infini. Et donc, finalement, que p de x égale k tend vers e puissance moins lambda fois lambda puissance k sur factoriel k. Une fois cette limite trouvée, on constate avec joie qu'il s'agit de la loi de probabilité d'une variable aléatoire suivant une loi de Poisson de paramètre lambda. Et on peut conclure que xn converge en loi vers grand X, variable aléatoire suivant une loi de Poisson de paramètre lambda. Donc retenez bien la démarche utilisée ici. Pour étudier la convergence en loi d'une suite de variables aléatoires à valeur dans grand N, on commence par chercher la loi avec les probabilités p de xn égale k, puis la limite quand n tend vers plus l'infini avec les outils usuels de calcul de limite de suite, notamment les équivalents, les développements limités, les croissances comparées, les limites usuelles, etc. Et enfin, une fois les limites trouvées, ou bien on reconnaît une loi du cours, ou bien on vérifie que les limites trouvées définissent une loi de probabilité, c'est-à-dire que c'est bien une suite positive dont la série converge de somme égale à 1. Terminons ce chapitre par un théorème fondamental du chapitre sur la convergence en loi, à savoir le théorème limite centrale. On considère une suite xn de variables aléatoires mutuellement indépendantes, toutes de même loi, admettant une espérance petit m et une variance sigma carré non nulle. On note xn bar la moyenne empirique, c'est-à-dire 1 sur n fois la somme de 1 à n des xk, et xn étoile bar la variable aléatoire centrée réduite associée à xn bar, c'est-à-dire racine de n fois xn bar moins m sur sigma. Alors la suite xn bar étoile converge en loi vers une variable aléatoire grand N, suivant la loi normale centrée et réduite. Autrement dit, quand on note phi la fonction de répartition de la loi normale centrée et réduite, on peut dire que la probabilité que xn étoile bar soit compris entre a et b tend, quand n tend vers l'infini, vers phi de b moins phi de a. Nous allons admettre ce théorème, mais je vous propose de l'appliquer au travers d'un exemple. On effectue une suite de lancers mutuellement indépendants d'un dé équilibré à 6 faces, et on note, pour tout cas dans n étoile, xk, le numéro apparaissant lors du kème lancé, et xn bar, la moyenne, 1 sur n, somme de k égale 1 à n des xk. On a vu dans le chapitre sur la convergence en probabilité que quand n tend vers l'infini, xn bar tend en probabilité vers l'espérance commune des variables xk, mais on peut aussi vouloir s'intéresser, plus que de quelle valeur c'est sans doute très proche, à la répartition des valeurs prises par la variable aléatoire xn bar quand n est grand. Autrement dit, à la loi de xn bar quand n est grand. La suite xn est bien une suite de variables aléatoires mutuellement indépendantes, toutes de même loi uniforme sur 1,6, d'espérance 7,5 et de variance 35 sur 12. Donc le théorème limite centrale s'applique et nous permet de dire que la suite xn étoile bar tend en loi vers une loi normale centrée réduite. Ce résultat signifie que quand n est grand, la loi de racine de n xn bar moins 7,5 sur racine 35 douzième est proche de la loi normale centrée réduite, et donc que la loi de xn bar est proche de la loi normale d'espérance 7,5 et de variance 35 sur douzaine. On peut visualiser cette convergence à l'aide de simulations informatiques. Par exemple, si on effectue grand N simulations d'une suite de 10 puissance 3 simulations et qu'on affiche les histogrammes des valeurs prises par xn bar, autrement dit, si on essaye de visualiser la loi empirique sur la base d'une suite de réalisation, on obtient les graphiques suivants. Donc, si grand N égale 1, on a cette répartition-là. On voit que c'est relativement proche
d'une loi uniforme, ce qui est rassurant. Si n égale 10, on voit déjà une petite déformation de la loi. Si n égale 50, on obtient cette répartition-là. Et si n égale 100, on voit qu'on obtient une répartition qui est très très proche de la courbe bleue correspondant à une densité de la loi normale d'espérance 7,5 et 35 sur 12n. On voit que avec une valeur de petit n grande, 10 puissance 3, la répartition des valeurs effectivement obtenues par xn bar est très proche de la répartition théorique de la loi normale d'espérance 7,5 et de variance 35 sur 12n. Nous en avons maintenant terminé avec ce chapitre présentant les notions fondamentales sur la convergence en loi. J'espère que ce cours vous aura été utile et je vous dis donc au revoir et j'espère à bientôt.